Bon, voilà. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est un plaisir et un honneur d'être ici et de donner ce séminaire. Je vous prie d'excuser mon français. Je vis à l'étranger depuis... enfin, je ne suis pas français, mais je vis en tout cas à l'étranger depuis 2009. Je travaille à l'Université d'Amsterdam, où on a un groupe qui s'appelle la GRAPPA, Gravitation and Astroparticle Physics in Amsterdam. Et aujourd'hui, je vais vous parler des aspects de physique de particules, de la détection de matière noire. Et je vais insister en particulier sur la complémentarité des techniques de détection. Comme vous l'avez vu dans les cours précédents, il y a plusieurs observations indépendantes qui indiquent la présence de matière noire dans l'univers. Et vous avez déjà vu comment les baryons, donc les atomes qu'on connaît, la matière ordinaire qu'on connaît, ne contribuent que 5% de la masse énergie de l'univers. Et puis il y a 72% de la masse énergie de l'univers dans la forme de l'énergie noire. Et le restant 23% est sous forme de matière noire. Donc je vais commencer par quelque chose que vous venez d'entendre dans l'exposé précédent. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la matière noire ne contribue pas énormément à la densité de l'univers, que 23%. Donc pourquoi on parle de matière noire et pourquoi on ne répond pas à la question qu'est-ce que c'est l'énergie noire? Il y a deux réponses à cette question. La première réponse est qu'on ne sait pas vraiment grand-chose sur l'énergie noire. Et nous n'avons pas à présent des expériences comme on les a dans le cas de la matière noire pour répondre à la question de la nature fondamentale de l'énergie noire. Donc si vous êtes intéressé, on peut discuter un peu plus de ça. Mais la deuxième question, je pense que c'est important de comprendre ça bien. Ce que vous venez de voir, donc le fait que l'univers est composé à 72% d'énergie noire, c'est quelque chose qui est vrai seulement aujourd'hui. Donc c'est à une époque vraiment très spéciale dans l'histoire de l'univers. Si vous regardez dans le passé, et en particulier si vous regardez à des échelles de temps beaucoup plus petites, donc quand on n'était qu'à 380 000 ans après le Big Bang, quand les structures ont commencé à se former dans l'univers, la distribution de matière et d'énergie de l'univers et énergie dans l'univers était de 12% d'atomes, donc de matière ordinaire, 63% de matière noire. La partie restante était des photons et des neutrinos. Donc, pour la plupart de l'histoire de l'univers, la matière et l'énergie, l'ensemble de la matière et l'énergie de l'univers a été dominé par la matière noire. Donc, ce qu'on appelle l'âge dominé par la matière a duré avant la production du fond diffus cosmologique, donc 380 000 ans après le Big Bang, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en des échelles de temps cosmologiques, c'est-à-dire jusqu'il y a 2 ou 3 milliards d'années. Ce qui est resté à peu près constant dans l'histoire de l'univers, c'est le rapport entre la matière ordinaire et la matière noire, donc entre les atomes qu'on connaît bien et la matière noire. Et c'est pour ça que la métaphore d'un iceberg est utilisée souvent dans le contexte de la matière noire, parce que 15% à peu près de la masse, si on regarde que la masse dans l'univers, donc la matière non relativiste dans l'univers est composée de matière ordinaire, d'atomes. Dans ce 15%, il y a 1% qui est composé d'étoiles, 7% qui est composé de gaz dans des structures virialisées, donc dans des structures comme les galaxies et les amas de galaxies, et notre 7% qui est dans la forme de ce qu'on appelle le warm hot intergalactic medium, donc une forme de gaz plus diffus entre les structures virialisées. Le restant, 85%, est composé de matière noire. Et c'est justement de ça qu'on va parler, dont on parle dans ce cours. Et aujourd'hui, je vais me concentrer en particulier sur les aspects de détection et de physique de particules.
Vous avez vu dans les cours précédents qu'il y a une longue histoire, l'histoire de la découverte de la matière noire a commencé presque il y a un siècle, je dirais. Et je ne vais pas aller dans les détails, ce n'est pas ce dont je voudrais parler ce soir, mais laissez-moi dire seulement qu'il y a, peut-être on peut distinguer 3 phases dans l'histoire de la découverte de la matière noire. Dans la première phase, on a découvert que la matière noire existe, donc on a observé des anomalies dans les données astronomiques. Dans la deuxième partie, on s'est rendu compte que les anomalies étaient vraiment partout. Donc, à chaque galaxie qu'on voyait, qu'on observait, chaque amas de galaxies qu'on observait, il y avait un problème si on ne supposait pas l'existence d'une forme de matière noire, dans quelque sens. Et la troisième partie est la partie la plus importante pour mon exposé, c'est-à-dire on s'est rendu compte que la matière noire ne pouvait pas être composée de matière ordinaire. Donc, elle ne pouvait pas être composée d'aucune des particules du modèle standard de la physique des particules. Donc, ça ne pouvait pas être des atomes, comme on l'a vu, mais même pas de neutrinos ou d'autres particules connues. Donc, je ne vais pas insister trop là-dessus. Si vous êtes intéressé, on a organisé l'année dernière un symposium à Amsterdam sur l'histoire et le futur de la matière noire. Et certains parmi les pionniers de la découverte de la matière noire ont participé, et tous les vidéos de toutes les présentations sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit de faire Google Dark Matter Symposium, vous allez trouver ce matériel. Venons donc à la question centrale. Qu'est-ce qu'on sait sur la nature de la particule de matière noire? Donc, on va supposer dans ce séminaire que la matière noire est composée de particules. Comme vous le savez, il y a des autres possibilités, mais mon séminaire fait l'hypothèse que la matière noire est composée de particules, et nous allons voir quelles sont les techniques pour détecter ces particules et pour identifier la nature des particules de matière noire. Donc, ce que je montre ici, c'est une sorte de test que des nouvelles particules, donc des particules dans le contexte de théorie au-delà du modèle standard, doivent passer pour être considérées des bons candidats pour la matière noire. Donc, en particulier, on connaît très bien certaines propriétés de la matière noire. On connaît la quantité de matière noire, ce qu'on appelle la densité relique de matière noire dans l'univers de façon assez précise, avec une précision de quelques pourcents aujourd'hui, grâce aux observations cosmologiques, en particulier de fonds diffus cosmologiques. On sait que la matière noire doit être froide. Donc, elle ne peut pas, et c'est justement ça qu'on utilise pour exclure la possibilité que la matière noire est composée de neutrinos. Les neutrinos sont trop chauds pour expliquer la matière noire. On sait que la matière noire les particules de matière noire doivent être neutres, et donc ils ne peuvent pas posséder de charge électrique ni de couleur, comme des propriétés quantiques des particules. Ne peuvent pas interagir d'avoir de charge électrique. Donc, il n'y a pas d'interaction électromagnétique des particules de matière noire. C'est pour ça que la matière noire est noire. Elle n'interagit pas avec la lumière. Nous savons que les particules doivent être compatibles avec les calculs de ce qu'on appelle Big Bang nucléosynthèse. On arrive à expliquer très bien l'abondance des éléments comme l'hydrogène, l'hélium, etc. dans l'univers. Nous ne voulons pas introduire des particules qui pourraient gêner l'accord entre les calculs, les prédictions et les observations. Et nous voulons aussi que les particules de matière noire ne gênent pas la formation, la structure et l'évolution des étoiles. Et puis aussi, nous voulons que ces particules satisfaisent toutes les contraintes qu'on a provenant de l'astrophysique. Donc les contraintes qui viennent de l'absence d'observer
d'interactions fortes entre les particules de matière noire avec elles-mêmes, les interactions de la matière noire avec les baryons, avec la matière ordinaire, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, on peut aussi contraindre le taux d'auto-annihilation des particules de matière noire. Vous avez déjà entendu parler de détection en direct de matière noire. On va parler un peu plus aujourd'hui. Si vous suivez l'actualité scientifique, vous avez vu peut-être qu'il y a, à plusieurs reprises, on a annoncé la découverte des particules de matière noire. Donc ça, là, vous voyez le site web du même journal, The Guardian, qui a annoncé la découverte d'une particule de 10 GeV en décembre 2009, une particule d'Antève en mai 2013, de 40 GeV en mars 2014, ou peut-être de 7 électronvolts, et finalement, en octobre de l'année dernière, d'une particule au microélectronvolt. Okay? Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a tellement d'annonces de détection, et puisque, évidemment, on ne peut pas faire confiance en ces annonces, on va voir quel type de stratégie on peut suivre pour identifier vraiment la matière noire de façon convaincante. Donc, vous avez vu quels sont les candidats pour la matière noire dans les exposés précédents. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur ce qu'on appelle les WIMPs, donc les particules massives interagissant faiblement. Et ce que je voudrais insister sur le fait que ces candidats ne sont pas, au moins une partie de ces candidats, ce qu'on appelle les natural WIMPs, les WIMPs naturels, n'ont pas été proposés pour expliquer la matière noire, mais ils sont une conséquence de théories au-delà du modèle standard qui ont été proposées pour expliquer des problèmes de physique de particules. Okay, donc il y a des théories comme la supersymétrie, par exemple, qui a été proposée pour expliquer le problème de la hiérarchie, par exemple, la différence entre l'échelle électrofaible et l'échelle gravitationnelle dans le modèle standard. Et une conséquence de la théorie de la supersymétrie, c'est l'existence de particules comme le neutralino qui pourraient expliquer la matière noire de l'univers. C'est exactement le type d'explication que les physiciens aiment, parce qu'on ne doit pas faire des hypothèses ad hoc pour expliquer le problème de la matière noire, mais le problème trouve une solution naturelle dans le contexte de la physique des particules. Les WIMPs peuvent être aussi ad hoc, et donc il y a des théories comme la matière noire minimale, qui a été proposée récemment par des théoriciens, notamment des théoriciens ici à Paris, à Saclay. Et donc l'idée dans ce contexte est complètement opposée. Donc au lieu d'expliquer les gros problèmes de la physique des particules et d'obtenir comme conséquence l'existence de particules de matière noire, on se concentre sur le problème de la matière noire, on prend notre description de l'univers, on rajoute une particule ou un champ et on essaie de voir si avec une extension minimale du modèle standard, on arrive à expliquer les propriétés de la particule de matière noire. Bien sûr, il y a plein d'autres possibilités. Je vais au moins mentionner les actions et les neutrinos stériles. Il s'agit de particules tout à fait naturelles qui sortent à nouveau de modèles de physique de particules et donc qui pourraient être des explications naturelles pour la matière noire. Et puis, il y a des scénarios qu'on appelle les super WIMPs, des scénarios WIMPless, etc. Mais je ne vais pas me concentrer sur ces modèles, je vais parler surtout de WIMPs, de particules massives interagissant faiblement. On arrive donc à la partie centrale de ce séminaire. Donc, on va parler des techniques de recherche de matière noire. Et comme vous l'avez vu, on peut classifier les techniques de recherche en recherche en accélérateur, détection directe et détection indirecte. On va commencer par la détection indirecte. Et ce que je voudrais faire pour chacune de ces stratégies de détection, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre
dans le cas où des particules sont observées. Donc, supposons par exemple que dans un accélérateur comme le LHC à Genève, on trouve des particules supersymétriques, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que ces particules sont la matière noire de l'univers, ou bien qu'ils composent que 10% de la matière noire de l'univers? Pareil, dans le cas de la détection indirecte, supposons qu'une des expériences commence à détecter un taux d'événement qui n'est pas compatible avec les estimations du background, donc avec les interactions connues et avec la physique connue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces particules? Est-ce qu'on peut dire d'avoir trouvé la matière noire, par exemple? On va commencer donc par la détection en direct. Vous avez déjà un peu vu ça dans les exposés précédents. L'idée de la détection en direct se base sur le principe fondamental de production de WIMPs, donc dans l'univers primordial. L'idée est très simple, et c'est pour ça que les physiciens aiment beaucoup ce scénario. L'idée, c'est que dans l'univers primordial, il y a un processus d'annihilation de particules de matière noire en particules du modèle standard. Donc, c'est comme une réaction chimique. Il y a des particules du modèle de matière noire qui se transforment à travers un diagramme d'annihilation en particules du modèle standard. Et si la température et la densité de l'univers sont suffisamment élevées, cette réaction est à l'équilibre. Okay, donc, ça peut aller dans les deux directions. Les particules de matière noire se transforment en particules du modèle standard, en protons, en quarks, électrons, etc. Et l'inverse est possible aussi. À un moment donné, quand l'univers, la densité et la température descendent, cette réaction ne peut plus se produire. La densité n'est pas suffisamment élevée. Ces particules, si vous voulez, ne peuvent pas se trouver réciproquement, et donc ils ne peuvent pas s'annihiler en particules du modèle standard. Et on décrit l'évolution de la densité des particules de matière noire dans l'univers à travers une équation de ce type-là, qui est l'équation de Boltzmann. Et à travers, si on regarde la solution de ces équations, on voit que la densité de matière noire diminue dans l'univers en fonction de la température ou du temps dans l'univers primordial, jusqu'au moment où il y a ce qu'on appelle le freeze-out. C'est ce que je viens de dire, les particules n'arrivent plus à se rencontrer dans l'univers, et on peut calculer quelle est la densité rélique de ces particules. On peut lier la densité rélique, qui est la densité qu'on observe dans l'univers de matière noire, à la densité, à une quantité qu'on appelle la section efficace de auto-annihilation, qui paramétrise l'intensité, si vous voulez, de ce processus de auto-annihilation. Donc, on appelle ces particules WIMPs, donc des particules qui interagissent faiblement, parce que la section efficace de auto-annihilation est une section efficace à l'échelle électrofaible. Donc, quand on dit interagissant faiblement, on n'utilise pas le mot on utilise vraiment le mot dans le sens physique du terme. Donc, c'est une interaction de particules à l'échelle électrofaible du modèle standard. Et grâce à ça, vous arrivez à produire de façon très simple la matière noire avec la bonne densité rélique dans l'univers. Comme on vient de le dire, les processus d'auto-annihilation ne se produisent plus dans l'univers, en moyenne, si on regarde en moyenne de l'univers. Par contre, comme on vient de voir, et comme l'on sait pour le fait d'être dans un environnement où la densité est beaucoup plus importante que la densité moyenne de l'univers, il y a des structures dans l'univers. La densité de matière noire dans le système solaire est un facteur 100 000 plus grande que la densité moyenne de matière noire de l'univers. Et si on se rapproche au centre de la galactique, cette densité est encore plus importante. Donc, même si en moyenne de l'univers, ces réactions ne se produisent plus, l'annihilation de matière noire peut se produire dans les régions très denses de l'univers, comme par exemple au centre
des galaxies et au centre des amas de galaxies ou au centre des galaxies naines. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser ce qu'on a appris sur le freeze-out des WIMPs, et donc sur le mécanisme qui permet de produire les WIMPs de l'univers primordial avec la bonne densité relique, pour calculer le flux de particules produites par l'annihilation du modèle standard, par l'annihilation de particules de matière noire en particules du modèle standard. Et en particulier, ce que vous voyez là, est-ce qu'il y a un pointeur quelque part bon, sinon, ce n'est pas grave. Donc, on peut regarder par exemple quel est le flux de photons de haute énergie produit par l'annihilation de matière noire. Et quand on calcule ce flux de photons, notre formule contient des paramètres de physique des particules et des paramètres d'astrophysique. En particulier, ce que vous voyez là, c'est le spectre de photons, le spectre en énergie des photons produits par annihilation. Donc, à chaque fois que deux particules de matière noire produisent des particules du modèle standard, vous pouvez calculer pour chaque modèle de physique particule combien de photons sont produits pour chaque annihilation. Là, vous voyez la section efficace d'auto-annihilation. Et comme on l'a vu, on peut déterminer cette section efficace d'auto-annihilation parce qu'elle est directement liée à la quantité de matière noire de l'univers qui est observée. Donc, on connaît ça avec une précision de l'ordre de quelques pourcents. Donc, on peut calculer la section efficace thermique, comme on l'appelle, avec cette précision. Et puis, il y a la masse de la particule de matière noire. Donc, si vous voulez, tout ce qu'un physicien des particules doit calculer pour obtenir un flux de particules, un flux de photons, par exemple, provenant du centre galactique, dû à l'annihilation de la matière noire, c'est un spectre, ce qui est facile à faire, une section efficace qui vient de ce calcul-là, et puis la masse de votre particule. Ce qui reste à déterminer, c'est cette partie de la formule, donc c'est la partie d'astrophysique ou cosmologie. Il faut compter combien d'annihilations se produisent entre nous et le centre galactique. Donc il faut intégrer la densité en masse de matière noire entre nous et le centre de la galaxie. Et pour faire ça, on utilise justement les simulations numériques. On vient de voir plein de simulations numériques. Moi aussi, j'ai voulu montrer un petit vidéo. Il s'agit de la simulation Illustris. Et j'aime bien spécialement ce vidéo parce qu'au début, ça montre l'évolution des structures en termes de densité de matière noire. À un moment donné, vous allez voir l'effet des baryons dont on a parlé tout à l'heure. En particulier, vous allez voir que dans les grandes structures qui se forment, il y a des grandes explosions. Ce qu'on voit, c'est en particulier ce qu'on appelle le feedback des noyaux galactiques actifs. Et c'est justement ce type de feedback, donc la formation stellaire, le feedback des trous noirs et des supernovas, qui a un impact très important sur la distribution de matière noire de la galaxie. Et donc on regarde en ce moment, puisqu'une des missions du Collège de France, c'est de montrer la science en train de se faire, on regarde en ce moment justement la distribution de matière noire dans ces simulations. On essaie de comprendre quel est l'effet des baryons sur la distribution de matière noire, en particulier dans les structures comme la Voie lactée, comme notre galaxie. Et dans le même esprit, je voudrais vous montrer des résultats encore plus récents qu'on a obtenus. Ils vont être publiés la semaine prochaine sur la distribution de matière noire dans notre galaxie. Donc là, il ne s'agit pas d'une simulation numérique, il s'agit vraiment de données. Ce que je montre ici, c'est la courbe de rotation de la Voie lactée. Et plus précisément, je montre la vitesse angulaire de rotation en fonction du rayon, la distance du centre galactique. En rouge, vous voyez des données observationnelles. Donc, c'est la courbe de rotation observée. Et la bande grise montre la courbe de rotation prédite
si on regarde comment les étoiles et le gaz sont distribués dans la Voie lactée. Donc, avec nos télescopes, nous pouvons déterminer la distribution d'étoiles et de gaz. Et à travers les lois de gravitation, nous pouvons nous pouvons prédire la courbe de rotation en fonction du rayon, de la distance du centre galactique, en supposant que tout ce qu'il y a dans la galaxie, c'est des étoiles et du gaz. Et ce que vous voyez dans cette figure, c'est que clairement, à des grandes distances du centre galactique, mais aussi vers le centre, un peu plus vers le centre de la galaxie, les données sont systématiquement au-dessus de la courbe de rotation prédite. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez montrer ce qu'on appelle les résidus, donc la différence entre les données et la courbe de rotation prédite. Et vous voyez là que même à la distance du Soleil, du centre galactique, du système solaire du centre galactique, c'est à 8 kPa du centre, les données sont systématiquement annexées de la prédiction. Et ce qui montre une présence de matière sous une forme qui n'est pas de gaz ni d'étoiles dans la galaxie. Et ce que je montre aussi dans cette figure, si vous regardez à la courbe bleue de le panneau central, c'est la prédiction, ce qu'on appelle un Vanilla Navarro-Franken-White Profile, c'est-à-dire un profil de matière noire, une distribution de matière noire typique qui vient des simulations numériques. Donc ce profil n'est pas ajusté aux données. On n'a pas essayé de faire un fit aux données observationnelles. C'est ce que vient naturellement et ce qui est utilisé dans les articles dans la littérature. Et vous voyez que ça passe exactement à travers toutes les données. Donc il y a cela preuve qu'il y a une composante de matière noire, même dans les parties les plus centrales de notre halo de matière noire. Donc, sur la base des simulations numériques et maintenant sur la base des observations, on peut reconstruire le profil de matière noire dans la Voie lactée. Et en particulier, on peut prendre un observateur, le mettre dans une simulation numérique et puis regarder le long de différentes lignes de visée quelle est l'intégrale de la densité carrée de la matière noire, c'est-à-dire combien d'annihilation il y a dans toutes les directions, en différentes directions dans le ciel. Donc là, c'est une carte du ciel en coordonnées galactiques. Le centre de la galaxie est au centre de cette figure. Et donc, en partant, comme je le disais, en partant des simulations numériques, on peut prédire quel est le flux de photons de haute énergie en provenance de différentes régions du ciel. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est comparer ça avec le flux de photons observé. Donc, on a des cartes du ciel en rayons gamma. Il faut comparer ça avec ces cartes. Je vais vous montrer les données. Il s'agit de données du télescope Fermi. Et en gros, là, ce que vous voyez là, c'est une carte de tous les photons qui ont été observés par le satellite Fermi, qui a été lancé en 2008. Donc, il y a maintenant 6 ans d'opération. Et donc, il a produit cette belle carte du ciel en coordonnées galactiques. Ce que vous voyez, bien évidemment, c'est que ça ne ressemble pas du tout à l'émission prédite prédite pour la matière noire, ce qui est tout à fait normal. Nous savons qu'il y a plein de sources de photons de haute énergie dans la galaxie. Et en particulier, vous voyez qu'il y a un disque de gaz, qui est le disque galactique, notre disque galactique. Et on connaît très bien les mécanismes d'émission de photons par interaction de rayons cosmiques avec le gaz interstellaire. Et il y a plein de sources ponctuelles de rayons gamma. Une partie de ces sources sont des sources galactiques, comme par exemple des pulsars, etc. Et une partie, surtout les sources que vous voyez
à haute latitude galactique sont surtout des sources cosmologiques, souvent des blazars ou des noyaux galactiques actifs. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre cette carte de l'émission prédite et d'essayer de soustraire l'émission astrophysique pour voir si quelque chose reste dans ce processus de soustraction, quelque chose qui pourrait être attribué à la matière noire. Et si vous allez à regarder quelle est la sensibilité, donc quelles sont les régions les plus intéressantes pour identifier la matière noire, c'est toujours le centre galactique qui reste la région la plus intéressante, même s'il y a énormément de sources de photons gamma dès le centre galactique, mais c'est la région où il y a on prédit le flux le plus important de photons produits par la matière noire. Et puis, il y a plein de sous-structures. Vous avez vu dans l'exposé précédent qu'une prédiction des simulations numériques, c'est que dans chaque halo, il y a plein de sous-structures. Et donc, en particulier, on prédit que certaines de ces structures devraient produire des photons gamma par annihilation de matière noire. Et même s'il s'agit de structures où il n'y a pas de baryon de matière ordinaire. Donc, si vous commencez à voir des photons, par exemple, qui viennent par exemple, des galaxies naines ou des sous-structures invisibles en optique, à des longueurs d'onde optiques, alors là, vous pouvez montrer que ça peut être dû à la présence de matière noire. Le résultat le plus intéressant en détection indirecte, c'est peut-être celui du centre de l'excès de photons vers le centre galactique, dont vous avez déjà entendu parler. L'idée, c'est que si vous regardez aux cartes sur la colonne à gauche de cette figure, là, c'est les données de Fermi. Et sur la colonne de droite, vous voyez ce qui reste dans les cartes une fois que vous avez soustrait toutes les sources connues de photons. Donc, en particulier, l'émission due au gaz interstellaire et toutes les sources de photons qu'on connaît vers le centre galactique. Donc, le fait qu'il y a une émission résidue n'est pas surprenant. C'est surtout parce qu'on regarde vraiment vers la région la plus compliquée de la galaxie. Il y a plein de sources très difficiles à modéliser. Par contre, on a remarqué dans les dernières années que l'intensité de ce flux, le spectre en énergie et la morphologie de cette émission est parfaitement compatible avec les modèles les plus simples de matière noire. Okay? Donc, cela n'est pas suffisant pour dire qu'on a trouvé ou qu'on a identifié la matière noire, mais certainement c'est une émission, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça pourrait être une des premières évidences, une des premières preuves de l'existence de matière noire dans la Voie lactée. Si vous essayez de déterminer quelles sont les masses et sections efficaces d'auto-annihilation qui sont compatibles avec l'émission, qui pourraient expliquer cette émission vers le centre de la galaxie, vous allez trouver des masses et des sections efficaces qui sont tout à fait compatibles avec les prédictions les plus simples pour les WIMPs. En particulier, le taux de la section efficace d'auto-annihilation dont j'ai parlé au début, c'est exactement, en fait, c'est 3 fois 10 puissance moins 26 par centimètre cube par seconde. Donc, vous voyez que ce qu'on trouve les paramètres qui pourraient expliquer l'excès vers le centre galactique sont tout à fait compatibles avec les prédictions plus simples pour les WIMPs. C'est pour cela que cette observation a attiré énormément d'attention dans les dernières années. Le problème de cette technique, le problème en général des techniques de détection indirecte, c'est que je vous ai dit que la valeur des paramètres de la masse et de la section efficace est compatible avec les prédictions les plus simples. Par contre, si
vous aviez trouvé quelque chose qui n'était pas à l'échelle de 20 GeV, mais à l'échelle de 200 GeV, par exemple, à une énergie 10 fois plus grande, j'aurais pu dire la même chose, en effet. C'est-à-dire, les prédictions qu'on a, par exemple, pour la masse et la section efficace, sont valables comme ordre de grandeur, mais il ne s'agit pas de prédictions précises, parce que nous n'avons pas encore une théorie de la matière noire. Donc, le problème fondamental de ce type de détection, c'est que n'importe quel excès à n'importe quelle longueur peut trouver une solution en termes de matière noire. D'accord? Donc, c'est possible en particulier de changer l'énergie de l'émission en changeant la masse de la particule de matière noire, qui est pratiquement inconnue. Donc, tout ce qui est entre le méga-électron-volt et le téra-électron-volt, les physiciens, les théoriciens pourraient essayer de l'expliquer en termes de particules de matière noire. Vous pouvez changer l'intensité du flux en changeant le profil de densité de la matière noire, en particulier vers le centre galactique. Et vous allez pouvoir même changer la forme de cet excès, donc essayer d'expliquer n'importe quel type de données en changeant par exemple le canal d'annihilation de particules de matière noire. Donc je vous ai dit que les particules peuvent s'annihiler en particules du modèle standard, mais elles peuvent s'annihiler en quarks comme elles peuvent s'annihiler en électrons. Si on change le canal de désintégration, vous allez avoir un spectre qui est légèrement différent. Donc le problème inverse de dire j'ai des données, j'ai un excès en particulier, j'essaie de trouver une solution en termes de matière noire, ce problème inverse admet toujours, ou presque toujours, une solution en termes de matière noire, même dans le cas où le signal n'a rien à voir avec la matière noire. D'accord? Donc c'est intéressant, évidemment, qu'il y ait un excès vers le centre galactique, mais il faut, pour pouvoir vérifier et pour pouvoir annoncer la découverte de matière noire, il faut aller un peu plus loin. Il faut vérifier, par exemple, avec des autres types d'observations. Donc, un type d'observation qu'on peut faire, c'est d'aller voir si, avec la masse et la section efficace qu'on a déterminée pour expliquer l'excès de photons vers le centre galactique, vous allez trouver le même signal en provenance d'autres structures dans la galaxie, en particulier vers les galaxies naines dont je viens de parler. C'est ce que certains astrophysiciens ont essayé de faire. C'est un travail qui date de quelques mois. Ce que vous voyez là, c'est à nouveau les mêmes contours, donc la région de l'espace des paramètres de masse et de section efficace qui explique le signal provenant du centre galactique. C'est les deux ellipses dans la figure de gauche. Et ce que vous voyez, la bande rouge, et en particulier la ligne rouge au centre, montre ce qu'on appelle le exclusion plot qui a été produit en observant qu'il n'y a pas d'excès de photons en provenance des galaxies naines. Donc, toutes les valeurs de section efficace qui sont plus importantes que ceux montrés par la ligne rouge sont exclues par le fait qu'on n'observe pas un excès de photons vers les galaxies naines. Okay? Donc, on ne peut pas encore exclure le modèle, l'explication en termes de matière noire du centre galactique, mais on n'est pas loin de le faire. Donc, en principe, on devrait soit observer des photons vers le centre en provenance des galaxies naines dans les années qui viennent, ou sinon, on peut exclure la possibilité que l'excès de photons vers le centre de la galaxie est dû à la matière noire. Okay? L'autre possibilité, c'est de déterminer les paramètres de physique de particules de la matière noire avec cette technique, donc en particulier la masse, et d'utiliser des différentes techniques pour voir si on trouve des particules de la même masse avec les mêmes propriétés. Regardons donc le cas de la détection directe de la matière noire. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, l'idée le principe de détection est extrêmement simple. L'idée, c'est de construire un détecteur
et d'attendre qu'une particule de matière noire pénètre dans le détecteur. Et puis, vous allez mesurer l'énergie de recul des noyaux qui sont frappés par les particules de matière noire. Donc, c'est très facile à dire, mais très, très difficile à faire. Par contre, il y a des techniques expérimentales qui ont été proposées et mises en place dans les dernières 30 années qui ont permis d'augmenter la sensibilité des détecteurs, des premiers détecteurs qui ont été construits dans les années 80 jusqu'à des sensibilités incroyables. Je vais vous montrer bientôt la situation expérimentale. Avant de faire ça, laissez-moi vous montrer à nouveau la formule fondamentale. C'est tout à fait semblable à ce que vous venez de voir dans le cas de la détection indirecte. Mais dans ce cas, la formule est juste un peu plus compliquée, mais la raison pour cela, c'est qu'il y a un intégral que vous voyez sur la droite sur toutes les possibles vitesses de la particule de matière noire. Donc il y aura une distribution de vitesse des particules qu'on peut par exemple estimer soit à la main, disons, soit en regardant les simulations numériques. Mais sinon, ce que vous voyez, c'est qu'en bleu, il y a des paramètres astrophysiques. Rho0, c'est la densité locale de matière noire qu'on peut contraindre par les observations. Et justement, V, c'est la vitesse des particules de matière noire. F of V, c'est la distribution de vitesse. En jaune, vous voyez les paramètres de physique de particules. Donc, à nouveau, c'est le prototype des calculs de ce qu'on appelle astroparticules, donc un mélange de physique de particules et d'astrophysique et cosmologie. En jaune, vous voyez des propriétés de physique de particules, la masse de la particule de matière noire et la section efficace d'interaction. Cette fois-ci, pas d'auto-annihilation de particules de matière noire, mais c'est la section efficace pour l'interaction de particules de matière noire avec les particules du modèle standard. Comme on vient de le dire, on regarde l'énergie de recul des noyaux frappés par la matière noire. Il faut paramétriser l'interaction entre matière noire et matière ordinaire. Et c'est ce qu'on fait en physique des particules. Qu'est-ce qu'on fait en pratique pour détecter les particules de matière noire? Ce que vous voyez là, c'est un prototype d'expérience qui utilise un gaz noble, le xénon, pour détecter les particules de matière noire. Il y a du xénon liquide dans la partie basse du détecteur, et il y a du gaz dans la partie haute. Et ce qu'on fait, c'est qu'on attend qu'une particule pénètre dans le détecteur et qui frappe un noyau. Il y a deux types de signaux qui sont observés, un signal de scintillation, et puis il y a un autre signal qui est produit par les électrons qui se propagent dans le champ électrique qui est à l'intérieur de cette expérience, jusqu'au gaz qui est dans la partie haute. Et on enregistre donc le deuxième signal quand les électrons arrivent à la phase de gaz. Ce qui est important, je vais vous montrer ça à nouveau, ce qui est important, et la raison pour faire ça, c'est qu'on a besoin de deux types de signaux différents pour arriver à distinguer des particules du modèle standard, comme par exemple des électrons ou des rayons gamma qui pénètrent dans votre détecteur, pour les distinguer des particules de matière noire. Donc, s'il y a une particule comme un électron ou un photon qui rentre dans le détecteur, il produit beaucoup d'électrons dans la phase initiale. Et ces électrons vont être propagés dans la partie haute et produire un signal très important dans la phase de gaz. Dans le cas où la matière noire, des particules de matière noire rentrent dans le détecteur, le signal de ionisation, donc la quantité d'électrons qui sont extraits du noyau, est beaucoup moins importante.
Donc, quand ces électrons arrivent dans la phase gazeuse, dans la partie haute du détecteur, le dixième signal va être beaucoup plus petit. Donc, on utilise ce type d'analyse, donc ces deux signaux, pour exclure la plupart des événements qui sont observés et pour essayer d'identifier les particules de matière noire. La situation, comme je vous le disais, est assez impressionnante. Vous voyez, la courbe bleue, là, montre les résultats de l'expérience LOX en 2013. Et vous voyez que c'est à nouveau un exclusion plot, c'est-à-dire les sections efficaces plus importantes pour chaque masse, la section efficace plus importante que celle montrée par la ligne bleue est exclue par ce type d'analyse. Et vous voyez qu'on arrive à exclure pour des masses de l'ordre de 50-60 GeV des sections efficaces de l'ordre de 10 puissance moins 45 cm². C'est quelque chose d'incroyable d'un point de vue expérimental. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les prochaines années, des expériences comme Xenon Wanton et LZ vont continuer à pousser leur sensibilité. Et en particulier, on va explorer des sections efficaces jusqu'à 10 puissance moins 47 ou peut-être même 10 moins 48. Donc on va explorer des régions de l'espace de paramètres où la matière noire pourrait se trouver. Et on va faire ça dans les années qui viennent. Déjà, les premiers résultats de Xenon Wanton devraient être publiés avant la fin de l'année prochaine, donc avant la fin de 2016. Si vous regardez à NO, il y a des régions de couleurs différentes qui montrent des possibles détections de certaines expériences. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais si vous avez des questions, je serai ravi d'en discuter avec vous. Je voudrais, avant de passer aux recherches en accélérateur, je voudrais poser la même question qu'on a posée dans le cas de la détection indirecte. C'est-à-dire, comment peut-on se convaincre qu'on a observé des particules de matière noire? Et qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas où on arrive à annoncer la découverte des particules de matière noire? Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de dire, supposons qu'il y a des particules de matière noire avec une masse et section efficace montrées par les 3 points dans cette figure. Donc imaginons qu'il y a une particule de matière noire de 25 GeV, de 50 GeV et de 250 GeV. Imaginons donc d'avoir nos expériences de détection directe, d'être en 2017, donc d'avoir pu utiliser notre expérience Xenon Wanton, qui est en ce moment en phase de construction, pendant un an ou plus. Essayons de voir quel type de contraintes on pourrait arriver à mettre sur les paramètres de la particule de matière noire. Ce que vous voyez là, donc les régions rouges, montrent la précision de la reconstruction de la masse et des sections efficaces qui est possible avec une expérience comme Xenon Wanton. Donc, c'est quelque chose qui serait disponible dans 1 ou 2 ans. Et ce que vous voyez, c'est que si la matière noire est très légère, les régions sont relativement petites. Mais si la matière noire est lourde, donc si elle est au-delà d'une centaine de GeV, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est de mettre une limite inférieure sur la masse de la particule de matière noire. Donc vous allez pouvoir dire qu'elle ne peut pas être plus légère que 100 GeV, par exemple. Vous ne pouvez pas distinguer une particule de 200 GeV d'une particule de 1000 GeV, par exemple. On a fait des hypothèses pour construire cette figure. La première hypothèse, c'est que la particule qu'on observe dans notre détecteur est la particule de matière noire. Okay? Ça peut sembler une hypothèse folle, mais parce que c'est bien ce qu'on veut prouver. Mais en réalité, avec les expériences de détection directe, on n'arrive jamais à mesurer la section efficace d'interaction
Donc c'est le paramètre de physique de particules qui nous intéresse. Mais on peut contraindre seulement le produit entre la section efficace d'interaction et la densité des particules qui produisent le taux d'événements observés. Donc si par exemple ces particules composent que 10% de la matière noire dans la galaxie, alors les sections efficaces qui sont compatibles avec cette expérience devraient être un ordre de grandeur plus important, un facteur 10 plus important. D'accord? Donc si on arrive à mesurer un taux d'événement avec des expériences de détection indirecte, on peut contraindre le produit entre la densité locale de ces particules et la section efficace. Mais pour montrer, pour identifier la matière noire, il faut encore autre chose. Et c'est la dernière partie de mon exposé. Je vais passer un peu moins de 10 minutes là-dessus. Je voudrais passer à la troisième technique de détection, c'est-à-dire détection de matière noire en accélérateur. L'idée là, c'est d'aller voir dans le accélérateur qui est disponible aujourd'hui, le Large Hadron Collider qui se trouve à la frontière entre la France et la Suisse. Comme vous le savez, c'est un tunnel de 27 km de long. Et les expériences comme Atlas et CMS sont vraiment des énormes détecteurs de la taille de 15 mètres de haut et 40 mètres de longueur. Ce sont vraiment des énormes détecteurs par rapport aux détecteurs de détection directe qui sont à peu près de cette taille, les détecteurs les plus grands. Et pour montrer de façon simple comment on peut détecter de nouvelles particules dans les accélérateurs, laissez-moi vous montrer ce vidéo qui a été produit par le CERN. Ce que vous voyez là, c'est des protons qui se propagent dans des pré-accélérateurs avant d'être injectés dans le Large Hadron Collider. On va rentrer dans le tunnel et donc on va suivre le voyage des protons. Vous allez voir bientôt la frontière entre la France et la Suisse. Et vous voyez les protons qui sont accélérés à des vitesses presque à la vitesse de la lumière. Et voilà, il y a une collision qui va se produire au centre d'un détecteur comme Atlas, par exemple. Et le boulot des expérimentateurs qui travaillent à ces expériences, c'est de reconstruire les produits des collisions de protons dans le centre de ces énormes détecteurs. C'est un travail énormément difficile, mais on a les techniques pour le faire. Et donc, ça, c'était pour visualiser ce qui se passe dans ces détecteurs et le fait qu'il y a plein de particules qui sont produites dans la collision. Pour visualiser comment on peut essayer de détecter la matière noire avec ces collisions, laissez-moi essayer d'expliquer en 2 minutes ce que les théoriciens croient pourraient être des possibles extensions du modèle standard, donc une possible formulation de physique au-delà du modèle standard. Ce que vous voyez dans cette figure, dans la partie basse, sont toutes les particules du modèle standard, toutes les particules qu'on connaît. Donc sur la droite, vous voyez les quarks. Dans la partie centrale, vous voyez les leptons, le muon et le tau. Et avec chaque lepton, il y a les neutrinos associés. Et sur la partie de gauche, vous voyez les bosons du modèle standard. Donc il y a les bosons de jauge de la théorie électrofaible. Il y a le boson de Higgs et il y a le gluon. Et avec la détection du boson de Higgs en 2012, on a complété le modèle standard de la physique des particules. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'essayer de comprendre si le modèle standard n'est qu'une partie de la physique qui existe. Et dans le contexte de théories comme la supersymétrie, par exemple,
il y a, pour chaque particule du modèle standard, on prédit l'existence d'un partenaire, comme on l'appelle. Donc pour les quarks, il y aurait les quarks supersymétriques, donc ce qu'on appelle les squarks. Et pour les associés aux leptons, il y aurait les leptons, etc. Et la partie intéressante pour la matière noire, c'est dans la partie de gauche, parce que parmi les partenaires des bosons de jauge de la théorie électrofaible et le boson de Higgs, il pourrait y avoir des particules qu'on appelle les neutralinos, qui ont exactement les propriétés dont on a besoin pour expliquer la matière noire dans l'univers. Donc, comment on détecte des particules de matière noire? L'idée est relativement simple. Dans les protons, il y a des quarks. Quand on produit une collision de quarks à très haute énergie, on peut produire des quarks massifs, donc des quarks prédits par la théorie de la supersymétrie. Et ce qu'il faut faire à ce point-là, c'est de suivre la désintégration des particules lourdes produites par cette collision vers la partie la plus légère de la théorie, que dans la plupart des scénarios est justement le neutralino. Donc, dans les expériences, dans un détecteur comme Atlas, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la désintégration. À chaque pas de cette désintégration, on produit une particule du modèle standard. Donc, les particules du modèle standard, on sait les détecter. Et on détecte la particule de matière noire parce que cette particule va prendre de l'énergie de la collision et cette énergie va disparaître de votre détecteur parce que la particule de matière noire n'interagit pas avec le détecteur. Okay? Donc vous suivez la chaîne de désintégration, vous mesurez des particules, mais une partie de l'énergie disparaît de façon mystérieuse de votre détecteur. Et c'est justement avec ce type d'analyse qu'on peut arriver, c'est les techniques de ce qu'on appelle de missing energy, qu'on peut arriver à trouver des particules, de nouvelles particules dans les détecteurs. Je voudrais juste faire une dernière remarque. Comme on l'a vu, pour chaque technique de détection, on a posé la question, est-ce qu'on peut répondre à la question si on a trouvé ou pas des particules de matière noire? Supposons par exemple que nous trouvons des particules supersymétriques au LHC. Okay? Donc le LHC va redémarrer dans quelques mois. Donc l'année prochaine ou dans 2 ans, on devrait savoir s'il y a des particules supersymétriques à l'échelle de cette expérience. Supposons donc que nous trouvons des particules supersymétriques. Ce que nous aimerions faire pour prouver qu'on a trouvé la matière noire, c'est de partir des données, aller dans notre espace des paramètres théoriques, dans l'espace des paramètres de la théorie de la supersymétrie, et reconstruire la densité rélique des particules qu'on a observées dans notre détecteur. Okay? Si on arrive à montrer que la densité rélique des neutralinos qu'on a observés est exactement égale à la densité rélique observée par les expériences de fonds diffus, par exemple cosmologiques, on a prouvé que les particules de matière noire, que les nouvelles particules qu'on a découvertes sont les particules de matière noire. Donc on a essayé de faire ça de façon précise. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans la plupart des cas, la densité que vous allez reconstruire n'est pas concentrée vers la densité observée. Donc ce type d'analyse va être très difficile à faire. Et dans la plupart des cas, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs parties de l'espace, plusieurs régions de l'espace de paramètres qui sont compatibles avec les données des accélérateurs. Et donc, ça va être très difficile de dire s'il s'agit d'une particule de matière noire ou pas. Et dans mon dernier transparent, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser, je vous ai dit au début que je voulais souligner la complémentarité des techniques de détection. Si vous faites une analyse conjointe des données provenant des accélérateurs et des expériences de détection directe, cette procédure de reconstruction va être beaucoup plus efficace. Donc, en particulier, il y avait toute une partie de la distribution, ce qu'on appelle la posterior distribution function,
donc la reconstruction de la densité relique des particules de matière noire, qui va être complètement exclue par les résultats de détection directe. Okay? Donc, si on n'a que les données des accélérateurs, ça va être très difficile de reconstruire et d'identifier les particules qu'on a trouvées avec la matière noire. Si on fait une analyse conjointe avec les expériences de détection directe, on devrait pouvoir identifier de façon assez précise ces particules. Donc voici mes conclusions. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a beaucoup d'efforts pour identifier les particules de matière noire et il y a plein de résultats intéressants, mais on est en droit d'être sceptique, d'exiger des preuves solides et irréfutables. Je vous ai parlé de certains résultats intéressants, en particulier de l'excès de photons vers le centre, de photons gamma vers le centre galactique. Je crois que c'est très intéressant. Et par contre, on n'est pas encore au niveau d'une preuve irréfutable de la matière noire, de l'existence de la matière noire en forme de WIMPs. Mais peut-être avec l'observation des galaxies naines, cela pourrait changer. En ce qui concerne la détection directe, il n'y a pas de résultats convaincants de détection de matière noire. Et je vous ai montré que probablement il faut une analyse conjointe de différentes techniques de détection pour identifier la matière noire. J'ai insisté sur ce point en vous montrant un exemple spécifique dans le cas des accélérateurs, où seulement à travers une analyse conjointe des accélérateurs et des détections directes, on peut arriver à identifier la matière noire. Et mon impression en général, c'est que les prochains 5 ou 10 années seront décisives, au moins pour ce qui concerne le cas des WIMPs, donc l'hypothèse que la matière noire est composée de particules interagissant faiblement, parce qu'on devrait pouvoir soit les exclure, soit les identifier, et à ce moment-là, on ouvrirait la voie à une physique très intéressante pour les années qui viennent. Merci.